je pense qu'Israël a fait une erreur stratégique gravissime en donnant la primauté à la libération des otages. Je pense que c'était catastrophique. La responsabilité, évidemment, en incombe d'abord au Premier ministre et au gouvernement tout entier, d'une part, mais aussi à la société israélienne qui a complètement perdu la tête autour de cette histoire. Nous aurons le plaisir d'être en ligne avec Amir Weitman. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors d'abord, une question de principe, parce que les rumeurs circulent. On a le sentiment que dans l'entourage du Premier ministre Binyamin Netanyahou, eh bien, on parle de plus en plus sérieusement d'élections anticipées, de possibles annonces de la part de Binyamin Netanyahou d'une dissolution du Parlement qui entraînerait donc la tenue d'élections anticipées, peut-être pour le mois de juin. Vous pensez que Binyamin Netanyahou veut aller envers et contre tout jusqu'au bout de son mandat, c'est-à-dire à la fin du mois d'octobre, ou alors, eh bien, il va devancer l'appel et tenir compte de certaines conjonctures régionales ou même internationales pour provoquer des élections anticipées? Non, c'est évident que Netanyahou aimerait terminer le mandat jusqu'à fin octobre 2026, ça c'est clair, mais entre ce qu'il aimerait faire et ce qui va se passer, il y a évidemment un écart. Ce n'est pas lui qui décide tout seul de tout ce qui se passe. En fait, le problème principal qu'on a, c'est la question de cette loi vis-à-vis des Haredim, des ultra-orthodoxes. On sait que ils aimeraient passer une loi qui, de facto, leur permet en fait de continuer l'arrangement qui leur aurait permis en fait leur permet de ne pas aller à l'armée, et de très nombreux membres de la Knesset, y compris au sein du Likoud, et au sein du parti du sionisme religieux, au sein du parti de Ben Gvir, ne sont pas contents avec cette loi. Et par conséquent, c'est un petit peu la quadrature du cercle. On voit difficilement comment il va faire passer une loi comme ça. Et sans cette loi, je pense que les Haredim vont faire tomber le gouvernement, tôt ou tard. Donc en fait, ce qu'on peut probablement, de nouveau, je peux me tromper parce que j'ai entendu, je dirais, différents sons de cloche, mais vu l'impopularité de cette loi aussi au sein du public israélien, je crois que la faire passer relève de la gageure, et donc par conséquent, ce qu'il peut surtout faire, c'est gagner du temps, essayer de gagner encore quelques semaines, encore un mois, encore 2 mois, encore 3 mois pour repousser les élections au maximum. Mais c'est vrai que ça a l'air compliqué d'arriver jusqu'au mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il gagne à envisager de repousser les élections? Est-ce qu'il y a des développements dont on ne sait pas de quoi il s'agit véritablement, des développements peut-être sur le plan international? On avait parlé à une certaine époque d'une normalisation avec l'Arabie Saoudite, ça semble plutôt compromis, mais quels sont les enjeux qu'il a encore aujourd'hui, Binyamin Netanyahou, pour ne pas avoir à dévancer les élections? Je pense qu'il y a des enjeux qui sont encore très importants, parce qu'on a beau dire, mais la guerre n'est pas terminée. Elle est d'ailleurs terminée sur aucun des fronts. Incroyable, il y a une mouche qui est rentrée chez moi. Oui, on la voit. Excusez-moi. Mais voilà, donc il y a des enjeux qui ont lieu qui ont trait d'une part, par exemple avec l'Iran, on parle d'une reprise des hostilités. D'autre part, Gaza, la guerre, on l'a pas gagnée, hein. Alors on a considérablement évidemment affaibli le Hamas, on a libéré les otages, mais on n'a pas gagné la guerre, c'est pas terminé. Vis-à-vis du Hezbollah non plus, la guerre n'est pas terminée. Je parle pas des Houthis, évidemment. Oui. Alors effectivement, bref, tous les fronts en fait n'ont pas été terminés. Et ça peut se terminer dans les prochains mois, ce qui n'a pas été complété au cours des 3 dernières années dans la guerre, pendant les 2 années de guerre. Oui, les 2 dernières années de guerre, ça peut être terminé dans ces quelques prochains mois? Oui, ça peut être terminé dans ces quelques prochains mois. Je vous explique pourquoi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois au cours des 2 ans de guerre, c'est que je pense qu'Israël a fait une erreur stratégique gravissime en donnant la primauté à la libération des otages. Je pense que c'était catastrophique. La responsabilité, évidemment, en incombe d'abord au Premier ministre et au gouvernement tout entier, d'une part, mais aussi à la société israélienne qui a complètement perdu la tête autour de cette histoire. Même si tous les otages, finalement, au bout du compte, sont revenus.
Oui, on est tous très contents qu'il soit revenu, évidemment, grâce à Dieu, c'est très bien. Mais c'est une guerre. On peut pas euh, imposer, on peut pas faire en sorte que les intérêts vitaux de l'État d'Israël soient soumis au sort individuel de quelques dizaines de personnes. C'est pas logique. Donc ça, c'est une première chose. Le fait que maintenant les otages aient été libérés, ça permet en fait de faire maintenant la guerre normalement. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que du point de vue du matériel, il faut pas oublier que quand Israël n'était pas prêt à la guerre, il faut dire les choses franchement. Et de nouveau, c'est la responsabilité de tous les gouvernements depuis très longtemps, en particulier du Premier ministre Netanyahou qui était la plupart du temps ces 15 dernières années au pouvoir. Israël n'était pas prêt à la guerre. Ouais. Donc il nous manquait deux choses pour faire la guerre comme il faut dans la bande de Gaza. La première chose, c'est pardon, c'est simplement des munitions et des armes appropriées que maintenant nous avons. Et une deuxième chose, ce sont les D9. Ce sont simplement des bulldozers qui nous permettent de faire ce qu'en fin de compte on a fait. Et cette question n'a été réglée qu'au début 2025, après que Trump soit rentré au pouvoir. Donc, si vous voulez, maintenant nous avons les instruments pour faire la guerre. Nous n'avons plus d'otages là-bas, enfin à part le corps d'un d'entre eux, mais enfin bon, voilà, c'est pas ça qui devrait empêcher maintenant d'amener la guerre à son terme. Et il faut dire que le Hamas a quand même été considérablement affaibli, donc ce sera quand même plus facile. Et nous contrôlons aujourd'hui 63% de la bande de Gaza. Donc 53. quasiment, non, 63, parce que nous avons pris encore 10% de la bande de Gaza depuis la fin, depuis le cessez-le-feu en fait. Et ce qui est d'ailleurs aussi une des très bonnes choses qui est en train de se passer, c'est que progressivement, jour après jour, on pousse un petit peu comment dire, la ligne jaune, encore quelques mètres ici, quelques mètres là-bas, et on continue à détruire. Je veux dire, personne n'en parle vraiment beaucoup, mais la réalité, c'est que Israël continue aujourd'hui de détruire euh, les infrastructures du Hamas. Alors, ok. Sajdia, qui était Alors, encore à peu près juste encore une phrase, s'il vous plaît, juste Sajdia, qui était encore à peu près, on va dire, pas intacte, mais disons pas complètement détruite en octobre et n'existe plus. ok. Alors, on comprend effectivement cette approche. Je voudrais revenir avec vous sur des sujets plus, on va dire, plus politiques, parce que on en a beaucoup parlé. Je voudrais avoir votre appréciation sur les derniers développements autour de l'affaire Qatargate. On a vu des ministres, y compris des ministres du Likoud, comme Amir Chikli, Amichai Chikli, pardon, a affirmé qu'il y avait, qu'il fallait, si c'était effectivement vrai, eh bien, il fallait enquêter, il fallait qu'il y ait une enquête véritable sur ce qui s'est passé dans l'affaire Qatargate. Qu'est-ce que vous inspire toutes ces révélations dont on a été abreuvé pendant la semaine dernière de la part de la chaîne publique? Bon, alors moi, d'abord, je suis tout à fait en accord avec ce que disait Amichai Chikli. Je l'ai par ailleurs écrit sur mon Facebook personnel. Il est évident que c'est une affaire qui est tellement grave qu'elle ne peut pas ne pas être, euh, il ne peut pas ne pas y avoir une enquête. Ça me paraît être une évidence. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut quand même savoir que le Qatar a fait en Israël ce qu'ils ont fait dans le reste du monde, à savoir qu'ils ont acheté tout le monde. La corruption est endémique dans le monde entier. On voit que l'administration Trump est complètement pourrie et corrompue par le Qatar. Et c'était vrai pour l'administration Biden avant, et c'est vrai pour tout le monde. Et malheureusement, c'est vrai en Oui, Israël. C'est vrai à mais droite, c'est vrai à gauche. la différence, c'est qu'on était en guerre contre le Hamas qui a été alimenté et développé grâce au Qatar en ces dernières années. Absolument, absolument. Non, non, mais c'est gravissime toute l'histoire. Et je pense qu'à cause de l'argent du Qatar, en fait, de nouveau, ils ont acheté tout le monde. Et le Qatar, d'ailleurs, c'est un régime qui doit disparaître. Il faut faire ce qu'on appelle en anglais regime change. Il faut changer le régime là-bas. En 2017, il y a eu une opportunité quand l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis euh, à l'époque, avaient fait un blocus justement pour en fait faire changer les choses au Qatar. Et malheureusement, les États-Unis, qui étaient à l'époque déjà sous le contrôle de Trump, c'était la première administration Trump, n'ont pas fait ce qu'il faut. Israël, en plus, à l'époque, avait fait du lobby en faveur du Qatar en disant qu'on avait besoin d'eux pour nos relations
avec le Hamas. Je veux dire, c'est une catastrophe depuis très longtemps. Alors, Et d'ailleurs, je crois que Netanyahou lui-même l'a admis que toute la relation avec le Qatar était problématique. était problématique. Amir, on se parle depuis une dizaine de minutes, mais je me pose la question sérieusement, est-ce que vous êtes toujours au Likoud, le Likoud de Binyamin Netanyahou? Parce que à toutes mes questions, vous répondez en critiquant d'une certaine manière la politique menée par Binyamin Netanyahou. À quel niveau? Non, je pense que tout ce qui touche au Qatar, c'est extrêmement clair que c'était gravissime. Y compris par rapport à la politique menée par Binyamin Netanyahou dans la guerre, etc. Donc, parfois, on a du mal c'est pas ce que j'ai dit. On a du mal à vous classer encore à la présidence du groupe des libéraux du Likoud. Non, mais d'abord, j'ai toujours été indépendant, donc je dis ce que je pense, et puis si je suis d'accord, je suis d'accord. Si je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. D'accord? Je vois pas la raison d'être partisan et de simplement. Je suis pas un perroquet. Voilà, j'ai pas la nécessité de répéter une ligne quelconque. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde au Likoud, parmi les députés qui sont aujourd'hui des perroquets de Binyamin Netanyahou. Non, il y a des gens qui leur job c'est d'être à la Knesset et c'est leur parnassa, c'est leur travail. Donc voilà, c'est pas mon cas, donc je peux me permettre d'être plus libre. Ça c'est une chose qui est claire. Mais bon, la réalité est la réalité. Vous savez, le fait que nous n'ayons pas gagné sur aucun des fronts ne veut pas dire d'abord qu'on n'a pas obtenu des succès considérables. Je veux dire, le Hezbollah, ça fait quand même plus d'un an maintenant qu'on le tape tous les jours. On a tué quasiment 400 terroristes en un an. Sans que le Hezbollah lève le petit doigt. C'est une réussite extraordinaire. Je vous rappelle qu'avant la guerre, Israël avait peur de faire tomber une tente qui était que le Hezbollah avait mis en territoire israélien, de peur qu'il y ait la guerre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence oui, bien sûr. de situation. Donc, je suis pas en train, de ce point de vue-là, de critiquer ce qui s'est passé au Liban. J'observe simplement que la guerre n'est pas terminée. Parce que nous n'avons pas réglé le problème. Nous avons considérablement affaibli l'Iran, le Hezbollah et tous les ennemis d'Israël. Nous n'avons pas gagné. Ok, donc la critique, c'est pas une critique, c'est une observation qui est indéniable. Nous avons des deux côtés. Donc, je pense que la guerre, de ce point de vue-là, a obtenu des résultats qui sont considérables pour la sécurité nationale de l'État d'Israël. Et par ailleurs, puisqu'on parle déjà, de critique ou pas de critique, mais je suis persuadé du contraire plutôt, que les alternatives à Netanyahou auraient fait beaucoup moins bien, parce qu'à mon sens, si maintenant on avait eu au pouvoir, à Dieu ne plaise, Lapid, il y aurait. Et après le 7 octobre, je pense que la guerre se serait arrêtée probablement en février 2024, tout simplement parce que les Américains voulaient arrêter la guerre en 2024 et que probablement que Lapid aurait simplement fait ce qu'on lui dit. Donc non, je ne critique pas de ce point de vue-là Netanyahou. Je pense qu'il y a des choses exceptionnelles qui ont été faites, mais oui, nous n'avons pas gagné à Gaza, ce qui est gravissime parce qu'on n'a pas on n'a pas pris nous n'avons pas fait ce qu'un État devait faire, c'est-à-dire gagner une guerre, et qu'au lieu de se battre pour gagner la guerre, nous nous sommes battus pour libérer les otages. Moi, ça me paraît pas être rationnel et de ce point de vue-là, c'est une critique significative. Voilà. Voilà, on a bien compris votre positionnement. Merci beaucoup à Amir Weitman d'avoir été avec nous. On aurait voulu aussi parler de l'affaire de la commission d'enquête d'État, mais je suppose que le dossier restera encore dans l'actualité dans les prochaines semaines. On aura l'occasion d'en reparler. Le temps qui nous est imparti est terminé. Merci beaucoup Amir d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt. À bientôt. Voilà.